On présente aujourd'hui un nouveau protocole qu'on n'a pas encore eu l'occasion de présenter ou bien d'évoquer. Il s'agit du protocole SSH. Mais avant de le définir et de définir ses caractéristiques, on va débuter comme à notre guise par une brève introduction où on va essayer d'exposer une problématique ainsi qu'une solution à la problématique qui consistera justement à utiliser ce protocole. Donc l'idée c'est d'abord de comprendre la nécessité d'utiliser ce protocole avant d'entrer justement définition, caractéristiques, fonctionnalités, etc. Donc supposons qu'on a un réseau local qui est composé de 4 équipements terminaux et d'un commutateur. Donc on a PC1, PC2, PC3 et PC4 qui sont reliés physiquement à un commutateur et ceci nous forme un réseau local physique avec une topologie en étoile. Supposons aussi que PC1 veut administrer le commutateur à distance. Donc PC1 veut pouvoir saisir des commandes iOS à distance et donc il veut gérer le commutateur même s'il ne se trouve pas à proximité, à sa proximité. C'est-à-dire que le branchement en câble console n'est pas une solution à privilégier du moment qu'on demande une administration ou bien une gestion à distance. Alors la solution serait de se connecter d'abord via un câble console au commutateur localement et cette communication va justement permettre de configurer cet accès à distance. Donc après avoir inséré le câble console entre l'équipement terminal et le commutateur, le PC va ouvrir un logiciel qui s'appelle Hyperterminal où il pourra accéder à l'interface en ligne de commande du commutateur. Donc il aura l'interface où serait écrit switch supérieur, veut dire qu'il se trouve en mode utilisateur simple du commutateur et à partir de là il pourra saisir diverses commandes de configuration, de passage vers d'autres modes, d'affichage de données, etc. Et donc l'idée ça serait de configurer un protocole qui permet l'accès à distance. Il s'agit du protocole Telnet. Donc on a vu hier le protocole Telnet et on avait vu qu'il permettait réellement de faire en sorte que PC1 puisse administrer le commutateur à distance, c'est-à-dire même s'il ne se trouve pas au niveau du même réseau que le commutateur. Donc là c'est une des solutions à laquelle on peut penser et avec tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire avec toutes les connaissances qu'on a pu acquérir, on peut directement penser au protocole Telnet. On va cependant exposer une problématique. Donc là on a le réseau local où se trouve le commutateur et on a PC1 qui est distant par rapport au commutateur, c'est-à-dire que PC1 et le commutateur sont séparés par un réseau ou plusieurs réseaux. Alors, pour que le PC puisse se connecter au commutateur via une connexion Telnet, donc là on suppose que on a configuré cet accès à distance Telnet au niveau du commutateur de manière locale. Donc on a fait toutes les étapes du slide précédent et là on va essayer justement d'accéder à distance au commutateur. Donc pour l'accès à distance, on avait dit qu'il faut ouvrir un invite de commande au niveau de l'équipement terminal et taper la commande telnet adresse IP du commutateur. Ensuite, on tape le mot de passe telnet pour pouvoir accéder à la ligne de commande du commutateur. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a un paquet TCP qui est formé, plutôt un segment, pardon, donc pour TCP on dit segment. Donc au niveau de ce segment, donc on sait qu'il y a l'entête TCP avec numéro de port source, destination, etc. Notez que Telnet travaille avec le numéro de port 23. Et là, au niveau du champ données du segment TCP, on va saisir justement la commande Telnet plus adresse IP du commutateur et le mot de passe Telnet. On va envoyer ce segment au niveau du réseau. On va supposer qu'il y a une connectivité entre le PC et le commutateur. Donc là, le segment TCP va arriver au niveau du commutateur. Et là, le commutateur, il va vérifier le mot de passe saisi par l'équipement terminal. Donc, si PC1 a saisi le bon mot de passe Telnet, là, le commutateur, il va générer un segment TCP où il va informer justement le PC qu'il a saisi un bon mot de passe et il lui donne justement l'accès en mode utilisateur simple. Ce segment de réponse va traverser le réseau jusqu'à arriver à PC1 et donc là on a pu se connecter en Telnet et donc là on a la ligne de commande pour pouvoir justement saisir les commandes
iOS. Par exemple, le PC va saisir la commande enable pour passer en mode utilisateur privilégié. Il va taper configure terminal, il va configurer des VLAN, afficher des fichiers de configuration en cours et de démarrage, affecter des mots de passe, etc. Donc il pourra faire ce qu'il voudra. Supposons maintenant qu'il y ait un PC attaquant branché au niveau du réseau et branché entre PC1 et le commutateur. C'est-à-dire que ce PC de l'attaquant, donc c'est un équipement illégitime, donc il n'a pas le droit de se positionner entre le PC et le commutateur, et en se positionnant, il va intercepter les messages que s'échangent PC1 et le commutateur. Donc il va intercepter les segments TCP. Le segment par exemple qui va l'intéresser, ça sera le segment qui va contenir le mot de passe d'accès en telnet. Et donc, s'il intercepte ces messages, il pourra retrouver le mot de passe d'accès telnet. Et s'il le connaît, en plus de l'adresse IP du commutateur, il pourra se connecter à distance au commutateur et il aura un accès non autorisé, parce qu'il n'est pas autorisé à accéder à l'administration et à la gestion du commutateur. Donc il pourra saisir des commandes qui vont par exemple supprimer des configurations, etc. Et donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un problème. En utilisant telnet, le mot de passe est transmis en clair. Donc tous les échanges entre PC1 et le commutateur sont transmis en clair. Et du moment que c'est en clair, donc là, c'est une vulnérabilité. Et donc l'attaquant pourra intercepter les segments TCP, entre autres, le segment qui va l'intéresser, c'est celui qui contient le mot de passe. Il va pouvoir aussi s'intéresser au segment où on va véhiculer le mot de passe pour le passage en mode utilisateur privilégié. L'essentiel, c'est qu'il pourra intercepter toutes les communications et donc tout ce que tape l'utilisateur au niveau de PC1, toutes les commandes que l'utilisateur est en train de saisir, l'attaquant pourra les voir parce que justement l'échange se fait en clair. Et donc c'est ça la problématique au niveau du protocole telnet. Et donc grâce à ça, l'attaquant va récupérer le mot de passe et va pouvoir administrer le commutateur à sa guise et même s'il n'a pas le droit. Et donc l'attaquant a réussi à faire une attaque man in the middle. Donc man in the middle, c'est une attaque où l'attaquant se positionne entre deux nœuds qui sont en train de communiquer et il va justement intercepter les messages que s'échangent ces nœuds. Et donc là, il y a une problématique et on va maintenant demander ou bien suggérer à ce que PC1 puisse administrer le commutateur de manière sécurisée. Donc il faut ajouter ce détail, c'est-à-dire il ne suffit pas juste que PC1 puisse administrer le commutateur, mais il doit impérativement pouvoir l'administrer de manière sécurisée. Et donc la solution serait de configurer un accès à distance sécurisé. Pour pouvoir configurer un accès à distance sécurisé, il faut configurer ce qu'on appelle le protocole SSH. Donc le protocole SSH, par rapport au protocole Telnet, c'est un protocole qui permet un accès à distance de manière sécurisée. Alors SSH pour Secure Shell, c'est un protocole de communication réseau sécurisé bidirectionnel, donc c'est la même chose que Telnet sauf qu'il est sécurisé. Il a été créé en 1995, donc c'est assez récent par rapport à Telnet qui a été créé en 1969. Il a été créé à Espoo par un ingénieur finlandais en sécurité informatique. Donc c'est cet ingénieur qui a créé le protocole SSH. Justement, SSH a été créé pour bypasser les limites ou bien les vulnérabilités de Telnet, entre autres l'échange de messages en clair. Donc c'était le plus gros désavantage de Telnet, c'est cet échange en clair. Il utilise le port 22 TCP, Telnet utilise le port 23, donc c'est toujours TCP parce que on a besoin qu'il y ait une connexion, une communication connectée et fiable aussi. Donc tout ce qu'envoie l'utilisateur au commutateur comme commande, etc., ça doit être transmis de manière fiable. Donc il ne doit pas y avoir des segments perdus. Même s'il y a des segments perdus, il faut impérativement les retransmettre. Alors c'est un protocole de niveau 7 ou bien de couche application selon le modèle OSI, donc exactement comme Telnet, ou bien de couche application selon le modèle TCP/IP, à savoir le modèle pratique qui est utilisé de nos jours au niveau du réseau Internet. Ces
un protocole qui est fiable justement parce que il permet un accès à distance de manière sécurisée. Il est multiplateforme, donc il fonctionne au niveau de divers systèmes d'exploitation. Il est facile à utiliser, surtout pour les gens qui sont habitués à utiliser la ligne de commande. Il est open source, donc il est gratuit. Et il est flexible, c'est-à-dire qu'il peut permettre d'exécuter pas uniquement des commandes à distance, comme dans le cas de Telnet, mais permet aussi le transfert de fichiers de manière sécurisée et la création de tunnels VPN. Donc Telnet ne permettait que l'exécution de commandes à distance et un échange de messages sous format textuel. Pour SSH, il est non seulement sécurisé, mais permet justement de transférer des fichiers. Il permet la communication avec un équipement de manière sécurisée. Maintenant, on va expliquer justement cet aspect sécurité. Pourquoi on dit que la communication elle est sécurisée? Parce qu'il assure la confidentialité et l'authentification. Donc la confidentialité et l'authentification, ce sont les, si on veut, les pivots en sécurité informatique. Donc un système est considéré comme étant sécurisé s'il respecte ces pivots. Donc il doit assurer la confidentialité, l'intégrité, la non-répudiation. Parfois certains ajoutent l'authentification, etc. Donc la confidentialité, c'est faire en sorte qu'il n'y ait que les utilisateurs légitimes qui puissent voir des contenus. Ça veut dire si j'ai par exemple un fichier, seules les personnes autorisées pourront lire le fichier. Pour l'intégrité, seules les personnes autorisées pourront modifier le fichier. Et l'authentification, c'est pouvoir authentifier quelqu'un ou bien prouver sa légitimité. Alors, la confidentialité, généralement, ça se concrétise grâce au chiffrement. Donc, si je chiffre des données, veut dire que ça ne sera pas n'importe qui pourra lire le contenu de ces données. Il y aura uniquement les nœuds qui sont en train de communiquer. Et donc, au niveau de SSH, lorsqu'on va envoyer des segments TCP, on va envoyer au niveau des données chiffrées et non pas des données en clair comme dans le cas du protocole Telnet. Pour l'authentification, on va utiliser des clés cryptographiques asymétriques. Donc, en cryptographie, nous avons des systèmes asymétriques et des systèmes symétriques. Pour les systèmes asymétriques, on a besoin de deux clés. Une clé privée et une clé publique. La clé privée servira au déchiffrement des données. La clé publique sert au chiffrement des données. Et il y a toujours une relation mathématique entre la clé privée et la clé publique. Donc la clé publique, c'est, comme son nom l'indique, une clé qui doit être visible par tout le monde, bien publique. Donc tout le monde connaît ma clé publique et je suis le seul à connaître ma clé privée. Et justement, c'est pour pouvoir être le seul à pouvoir déchiffrer des messages qui me parviennent. Si quelqu'un me chiffre un message, il va utiliser ma clé publique, je dois être le seul à pouvoir déchiffrer ce message grâce à ma clé privée. Et cette fois-ci, pour pouvoir résoudre notre problématique d'administration à distance et de manière sécurisée, là on va opter pour la configuration du protocole SSH. Donc on doit d'abord se connecter au commutateur via un câble console de manière locale. C'est pour justement configurer le protocole SSH. Ensuite, au niveau de PCA, on va ouvrir Hyperterminal pour accéder à l'interface en ligne de commande du commutateur. Et là, au niveau de la ligne de commande, on va saisir les commandes nécessaires qui permettent de configurer et d'activer le protocole SSH. Donc, pour configurer le protocole SSH, il y a beaucoup de paramètres à configurer et à activer. Donc, la configuration de SSH, elle est un peu plus longue que celle de Telnet, parce qu'il y a cet aspect de clé, cette notion de clé, d'authentification, etc. Alors, configurer le protocole SSH revient à générer d'abord une paire de clés de chiffrement asymétrique. Donc, il y a des commandes qui vont justement nous permettre de générer une clé privée et une clé publique. Au niveau des routeurs et commutateurs Cisco, il y a uniquement le cryptosystème RSA qui est pris en considération. Donc, RSA, c'est un système de chiffrement asymétrique. Il y a d'autres systèmes de chiffrement asymétriques comme LGML, les courbes elliptiques, etc. Pour les chiffrements symétriques, on a le fameux AES par exemple. Mais au niveau des équipements Cisco, il n'y a que RSA qui est pris en charge. Donc on va d'abord générer une clé privée et une clé publique. Donc une clé pour le chiffrement, une clé pour le déchiffrement.
Le problème, c'est que pour générer une paire de clés de chiffrement asymétrique, il faut d'abord attribuer à notre équipement un nom d'hôte. Donc par défaut, le nom d'hôte du commutateur, c'est switch. Et donc il faut lui changer son nom d'hôte via une commande qui va le permettre. On a déjà eu l'occasion de l'avoir au niveau du TP concernant la configuration de base d'un routeur. Il faut aussi attribuer un nom de domaine à notre commutateur. Donc ces deux informations qui sont le nom de domaine et le nom d'hôte vont justement aider à la génération de la paire de clés de chiffrement asymétrique. Donc si on veut, les clés vont dépendre du nom d'hôte et du nom de domaine inséré. Donc il y aura des opérations mathématiques qui vont se faire au niveau des noms d'hôte et noms de domaine pour pouvoir générer la paire de clés RSA. Si on n'attribue pas un nom d'hôte et un nom de domaine, lorsqu'on va taper la commande qui va permettre de générer une paire de clés RSA, ça va nous afficher une erreur où on nous dit qu'il faut d'abord attribuer un nom d'hôte et un nom de domaine. Ensuite, on va saisir une commande qui va permettre de créer un compte utilisateur local. Donc, la puissance de SSH cette fois-ci, c'est que pour se connecter à un équipement à distance en utilisant le protocole SSH, il faut mentionner un nom d'utilisateur, ensuite un mot de passe. Donc, il n'y a pas uniquement un mot de passe qui est saisi au niveau de l'accès. Donc, avec Telnet, on saisissait Telnet adresse IP, ensuite mot de passe. Et donc, tout le monde connaissait ce mot de passe. Au niveau de SSH, on va créer des comptes utilisateurs pour les différents utilisateurs qu'on a au niveau de l'entreprise. Par exemple, si j'ai 5 personnes, je vais créer 5 comptes utilisateurs, des comptes locaux, on verra par la suite ce que c'est. Et donc ces 5 utilisateurs pourront se connecter à distance en utilisant le protocole SSH avec leur nom d'utilisateur et leur propre mot de passe. Ensuite, il faut saisir les commandes nécessaires pour pouvoir activer le protocole SSH au niveau des lignes virtuelles. Donc c'est à peu près comme dans le cas de l'activation du protocole Telnet. Alors au niveau de l'activation du protocole Telnet, on mettait password. Cette fois-ci, c'est sûr qu'on ne va pas mettre password parce que on a au préalable créé des comptes utilisateurs avec des noms d'utilisateurs et mots de passe. Donc ça c'est en gros la configuration du protocole SSH. Alors on a parlé de commutateur, on va maintenant parler de routeur et on va dire que la configuration du protocole SSH se fait exactement de la même manière que le commutateur. Et le plus, c'est que ça ne nécessite pas la configuration et l'activation d'une interface virtuelle. Donc on a vu qu'au niveau par exemple de Telnet, il fallait saisir Telnet adresse IP du commutateur. Le commutateur ne possède pas d'adresse IP, on lui a créé une interface logique à laquelle on a attribué une adresse IP. C'est la même chose pour SSH. Donc pour se connecter en SSH, il faut saisir le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'adresse IP bien sûr du commutateur. Donc pour le commutateur, il faut créer une interface virtuelle. Pour le routeur, ce n'est pas la peine de le faire parce qu'il a ses propres interfaces physiques qui sont bien sûr allumées parce qu'il est présent au niveau d'une topologie. Donc le routeur, il permet l'interconnexion entre des divers réseaux. Et donc s'il doit permettre l'interconnexion, donc forcément ces interfaces sont activées et on leur a déjà attribué des adresses IP. Pour accéder via SSH à un routeur, n'importe quelle interface active du routeur peut être utilisée. Donc quand je vais essayer de me connecter à distance, je pourrais utiliser n'importe quelle interface active. Donc saisir n'importe quelle adresse IP attribuée à n'importe quelle interface active. Contrairement au commutateur où on a une seule interface virtuelle. À noter qu'on peut créer plusieurs interfaces virtuelles au niveau du commutateur. Donc interface VLAN 1, interface VLAN 2, VLAN 3, etc. Donc pour configurer le protocole SSH, il suffit de se brancher au routeur via son port console. Et ce routeur, on va présenter le routeur des salles de TP 122 et 126, on les a déjà présentés au niveau du cours Telnet, c'est juste une révision. Donc, on a des routeurs Cisco 1841 à deux ports, Fast Ethernet 0/0 et Fast Ethernet 0/1. Ce sont des ports qui permettent de relier des réseaux entre eux. Donc, au total, notre routeur ne peut relier que deux réseaux locaux entre eux. Et c'est au niveau du port console qu'on va insérer l'interface console du câble console justement. Donc, c'est une interface RJ45. Ou bien c'est voilà. Pour le port auxiliaire, on n'en parle pas. Ce n'est pas
c'est pas quelque chose qu'on va avoir l'occasion de voir au niveau de cours concernant les bases des réseaux IP. On passe maintenant aux commandes. Alors, il y a ces commandes qui permettent d'activer une interface virtuelle, de lui attribuer une adresse IP. Donc ça sera via cette adresse IP qu'on va essayer d'accéder en SSH à notre commutateur. Là, il y a les commandes qui permettent de générer des paires de clés RSA. Donc avant de saisir la commande qui permet de générer les clés RSA, il faut d'abord attribuer un nom de domaine et un nom dot. Donc pour le nom dot, ça sera via la commande hostname en mode utilisateur, en mode de configuration du terminal. Donc hostname nom dot. Ensuite, le nom de domaine, ça sera IP domain name avec un tiré du 6 entre domain et name, suivi du nom de domaine. Dès qu'on saisit ces deux commandes, on pourra générer les clés RSA via la commande crypto key generate RSA. Et dès qu'on tape, on appuie sur entrée, on devra saisir la taille du modulo, le n. Et donc, il est préférable d'opter pour un grand nombre ou bien le nombre maximal qui est de 2048 bits. La dernière commande qui est crypto key zeroid RSA, c'est une commande qui permet de supprimer les clés générées. Donc si on veut supprimer les clés générées, on tape cette commande. Donc pour configurer SSH, ce n'est pas une commande à saisir bien sûr. Donc là au niveau du cours, on essaie d'afficher toutes les commandes qui existent et qui sont en relation avec le protocole et les expliquer une par une. Pour la configuration, on la verra demain lorsqu'on va essayer de simuler, on va essayer de configurer et d'activer le protocole SSH au niveau d'un routeur et d'un commutateur au niveau d'une interconnexion réseau et faire les différents tests bien sûr. À noter aussi que si on supprime les clés de chiffrement, tout le protocole SSH est désactivé. Donc on ne peut plus continuer à accéder en SSH si on supprime les clés privées. Il faut les paires de clés RSA. Donc si on veut que ça remarche, il faut les régénérer. Cette commande, donc username en mode configuration du terminal, donc username nom d'utilisateur, c'est une commande qui permet de créer un compte utilisateur local. Donc username suivi du nom, après du mot de passe. Donc mot de passe, c'est soit via le mot-clé password ou bien secret. Password, ça va faire en sorte de stocker le mot de passe de ce compte utilisateur en clair. Pour secret, ça va stocker le haché et non pas le mot de passe en clair lorsqu'on essaye de visualiser le fichier de configuration via la commande show running config en mode utilisateur privilégié. Donc, bien sûr, ça serait préférable de saisir la commande du style username, nom d'utilisateur, donc un mot, secret, puis une chaîne de caractères qui va contenir le mot de passe. Le problème avec secret, c'est que si on oublie le mot de passe, on est obligé de faire un reset parce que on ne peut plus avoir accès à ce mot de passe au niveau du fichier de configuration. Donc il faut faire attention à se rappeler du mot de passe du compte utilisateur. Il y a ensuite l'activation du protocole SSH au niveau des lignes virtuelles. On avait parlé hier de ça lorsqu'on a configuré Telnet. Donc c'est en mode configuration du terminal, on tape la commande line VTY et là on va spécifier le nombre de lignes virtuelles à configurer. Donc au total nous avons 16 lignes. Et si on a 16 lignes, donc on peut avoir 16 accès concurrents. On peut néanmoins configurer quelques lignes, par exemple de 0 jusqu'à 2, de 0 jusqu'à 1. Donc de 0 jusqu'à 1 veut dire qu'on va configurer la ligne 0 et la ligne 1. Et donc on aura au maximum 2 accès concurrents en telnet à l'équipement à distance, à savoir le commutateur. On entre en mode de configuration de ligne. Donc pour telnet, on tapait password, mot de passe et login. Là, on va taper transport input SSH, veut dire qu'on va autoriser que les échanges SSH au niveau de ces lignes virtuelles. Donc si on essaie d'accéder en telnet, on se verra refuser la connexion. Et login local, ça permet de s'authentifier via des comptes utilisateurs locaux, des comptes utilisateurs qui ont été créés au niveau du commutateur en mode de configuration du terminal. Donc les fameux username, nom, secret, mot de passe. On peut créer autant de comptes utilisateurs qu'on veut.
Les comptes qu'on est en train de créer, ce sont des comptes locaux. Il peut y avoir des comptes stockés au niveau de serveurs d'authentification. Là, il ne faudra pas mettre un login local. Il faudra mettre peut-être login. Mais login local veut dire qu'on va chercher au niveau de la base de données du routeur qui va contenir l'ensemble des noms d'utilisateurs et mots de passe. Bien sûr, pour le commutateur, il faut spécifier l'adresse de la passerelle pour que le commutateur puisse être joint à partir d'un PC qui est en dehors du réseau local où se trouve le commutateur. Donc si le PC qui administre le commutateur se trouve au niveau du réseau local où se trouve le commutateur, là ce n'est pas la peine de saisir cette commande. Mais comme on veut avoir un accès à distance, il est clair qu'il faut la saisir. Adresse IP passerelle, ça sera l'adresse IP de l'interface du routeur qui appartient au réseau local où se trouve notre commutateur. Donc IP Default Gateway, lorsqu'on avait vu hier au niveau de packet tracer quand on avait configuré Telnet, on a vu que le PC, lorsqu'il essayait de se connecter en Telnet, ces messages arrivaient au commutateur. C'était le commutateur qui n'arrivait pas à envoyer ses réponses sous format textuel. Et donc c'est pour ça qu'on n'avait pas une connexion si on veut. Donc grâce à IP Default Gateway, adresse IP de passerelle, le commutateur pourra justement communiquer à l'extérieur et donc il saura joindre le routeur pour pouvoir envoyer des messages à l'extérieur. C'est comme le formulaire de default Gateway au niveau des équipements terminaux. Si on ne les saisit pas, le PC ne peut pas former la réponse ICMP et donc le ping échoue. Le ping il arrive au PC, mais c'est le PC qui n'arrive pas à envoyer sa réponse. Et donc s'il n'arrive pas à envoyer sa réponse, on va supposer que notre ping a échoué. Et bien sûr, on termine avec la configuration du mot de passe pour l'accès en mode utilisateur privilégié, parce que c'est SSH qui va nous forcer à le faire. C'est comme Telnet. Donc même si on connaît le nom d'utilisateur et mot de passe pour l'accès en SSH, on va se retrouver au niveau de switch supérieur, mode utilisateur simple. Au niveau de ce mode, on ne peut pas faire grand chose. Si on veut maintenant aller plus loin, donc accéder en mode utilisateur privilégié, là on va être bloqué si on ne saisit pas la commande enable password secret mot de passe. Et donc on va configurer un mot de passe pour l'accès en mode utilisateur privilégié. C'est la même chose pour comme dans le cas de username. Donc password, ça va stocker le mot de passe en clair au niveau du fichier de configuration en cours. Pour secret, ça va stocker justement le haché du mot de passe et donc il ne sera pas visible au niveau du fichier de configuration. À noter qu'il ne faut pas l'oublier si on met le mot-clé secret. Il ne faut pas l'oublier parce que si on l'oublie, il faudra carrément faire un reset du commutateur. Donc ça c'est pour les commandes qui permettent de configurer et d'activer le protocole SSH. Donc c'est une configuration basique, c'est les commandes essentielles qui permettent de faire en sorte que l'accès à distance en SSH fonctionne. Maintenant on passe aux commandes Windows qui permettent au PC de se connecter en SSH. A noter que pour SSH aussi, même Telnet, on ne l'avait pas évoqué hier, on peut soit accéder en ligne de commande avec une commande, ou bien en utilisant un logiciel client SSH, comme PuTTY par exemple. C'est un logiciel qui va, donc il a une interface, on va saisir les différents champs, donc adresse IP, nom d'utilisateur, mot de passe, cocher la case SSH, et on va cliquer sur le bouton Connect, et après on aura une interface en ligne de commande pour administrer le commutateur. En ligne de commande au niveau de l'invite de commande, on va taper la commande SSH pour dire que c'est le protocole SSH, -L pour dire que c'est une connexion via un compte local, le nom d'utilisateur suivi de l'adresse IP du commutateur. Dès qu'on appuie sur Entrée, si l'adresse du commutateur est bonne, si SSH est activé au niveau du commutateur et si le nom d'utilisateur existe, on va avoir un message qui va nous afficher saisissez le mot de passe. Et on devra saisir le mot de passe du nom d'utilisateur. Et non pas un mot de passe comme pour Telnet, mot de passe présent au niveau des lignes virtuelles. Et si on tape correctement le mot de passe, on va se retrouver en mode utilisateur simple du commutateur et on pourra accéder en mode utilisateur privilégié grâce au mot de passe saisi au niveau de la commande enable secret mot de passe. Et là on pourra accéder en mode de configuration du terminal, apporter les différentes
configuration qu'on veut, afficher les différentes données qu'on veut, etc. L'essentiel, c'est qu'on pourra administrer notre commutateur à distance et surtout de manière sécurisée, c'est-à-dire que tous les échanges qui vont être émis de part et d'autre du PC et du commutateur, ça sera chiffré. Donc même si un attaquant intercepte les segments TCP, il ne pourra rien faire parce qu'il verra un message qui est chiffré, qui n'est pas en clair. Le chiffrement va se faire aussi grâce aux clés publiques et privées. Enfin, chiffrement et déchiffrement. Il y a d'autres commandes iOS qu'on peut saisir au niveau de l'interface en ligne de commande du commutateur. Ce sont des commandes facultatives, c'est-à-dire que ça permet un peu de personnaliser le protocole SSH. Donc là, on peut par exemple choisir la version SSH. Il faut dire qu'il y a deux versions SSH. Il y a eu la première version SSH, ensuite il y a eu la deuxième version SSH. Donc la version 2, c'est la version la plus récente, par exemple contrairement à la version 1, et il y a certaines différences qui existent entre les deux versions. Donc par exemple, la version 1, c'est une version qui est moins robuste en termes de sécurité. Pourquoi? Parce que ça utilise des cryptosystèmes qui sont par exemple moins fiables de nos jours par rapport à ceux utilisés au niveau de la version 2. On utilise aussi une taille de modulo RSA par exemple plus grande au niveau de la version 2 comparant à la version 1, et donc plus la taille du modulo en bits augmente, meilleur est notre cryptosystème. Il sera plus difficile à casser. La version 2 aussi permet une authentification plus diversifiée. Par exemple, au niveau de la version 1, on peut faire une authentification que par mot de passe. Par contre, au niveau de la version 2, on peut opter pour une authentification basée mot de passe, comme ce qu'on a vu, ou bien par exemple une authentification basée sur des comptes qui sont présents au niveau de serveurs d'authentification, ou bien par un système de tickets Kerberos. Donc on a plus de choix en termes d'authentification au niveau de la version 2. Bien sûr, il faut choisir la version 2. Donc la version 2 est toujours compatible avec la version 1, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc la version 1 n'est pas compatible avec la version 2. Donc voilà quelques différences qui existent entre les deux versions. Donc il est préférable toujours d'opter pour la version la plus récente, bien sûr. Il y a aussi cette commande à saisir en mode de configuration du terminal. Donc IPSSH Authentication Retries NB. Donc ça sera, on va configurer le nombre de tentatives de saisie de mot de passe en cas d'échec. C'est-à-dire que si par exemple je saisis un mot de passe, il va me dire que le mot de passe il est faux, je vais avoir encore une deuxième possibilité pour saisir mon mot de passe. Donc par défaut, ce nombre il est égal à 3. On peut le personnaliser, on peut mettre égal à 1, 2, 3, 4. Donc par défaut il est égal à 3. Donc au bout de la troisième tentative, on se voit fermer la connexion SSH. Et donc il faudra retaper une deuxième fois SSH-1, le nom d'utilisateur, adresse IP du commutateur. Donc on peut augmenter ce nombre ou bien le réduire. Donc ça dépend ce qu'on veut. Il y a aussi IPSSH Timeout NB en seconde. Donc c'est le temps d'inactivité. Donc au bout d'un certain temps d'inactivité exprimé en secondes, on va fermer la connexion SSH. Donc par défaut c'est égal à 120 secondes ou bien l'équivalent de 2 minutes. Sinon on peut augmenter ce temps timeout ou bien le réduire. Tout dépend ce qu'on a comme tout dépend le niveau de sécurité auquel on veut par exemple arriver. Si on veut faire en sorte que ça soit par exemple sécurisé, par exemple si on laisse un timeout très grand, par exemple 1 heure, supposons que notre utilisateur quitte son poste de travail, la session sera toujours ouverte et donc quelqu'un pourra toujours saisir de nouvelles commandes à sa place. Par contre, si on a un timeout qui est réduit, donc 1 minute, 2 minutes, etc., même s'il quitte son poste de travail, la session va être fermée très rapidement, donc il n'y aura pas ce risque qu'un attaquant puisse par exemple saisir des commandes à la place de l'utilisateur légitime. Néanmoins, il faut toujours aussi informer les utilisateurs qu'il faut toujours fermer leur session s'ils quittent leur poste de travail. Donc il faut toujours les sensibiliser au danger de ces petites fautes qui peuvent générer des incidents en cybersécurité énormes. Donc en cybersécurité, c'est toujours l'homme ou bien l'être humain qui est le maillon faible.
Il y a aussi des commandes de vérification, donc show IP SSH, donc pour voir les informations concernant notre configuration du protocole SSH. Donc on pourra voir la version qu'on est en train d'utiliser, le nombre de fois où on peut saisir le mot de passe, le timeout, plein de choses. Donc on peut aussi voir les clés. Il y a show SSH, donc c'est exactement la même chose que show IP SSH. Et il y a show crypto key, my public key, RSA. Ça me permet d'afficher la valeur de ma clé privée et de ma clé publique. Donc voilà en gros pour les commandes Cisco qui permettent de configurer, d'activer et de visualiser les données en relation avec le protocole SSH au niveau d'un commutateur. Pour le routeur, c'est exactement la même chose. Donc au lieu d'avoir une interface virtuelle, il faut configurer une interface physique. Le hostname, le IP domain name, la génération de la clé, ça se fait de la même manière. Le username, nom, password ou bien secret, mot de passe, donc c'est aussi, ça se fait de la même manière. Ensuite, la configuration des lignes virtuelles. Transport input SSH pour interdire un autre protocole, à savoir Telnet, mais autoriser que le protocole SSH et login local pour faire en sorte que l'authentification se fasse par des comptes d'utilisateurs locaux, c'est-à-dire créés au niveau du routeur via la commande username. Et le enable, password ou bien secret mot de passe pour justement créer un mot de passe d'accès en mode utilisateur privilégié. Pourquoi? Parce que c'est SSH qui nous force à le faire. Si on ne le fait pas, même si on tape enable, on ne pourra pas accéder en mode utilisateur privilégié. Et pour l'accès en SSH, on va taper SSH-L, nom d'utilisateur, et l'adresse IP du routeur, on va taper n'importe laquelle, pourvu que cette interface soit active. Les commandes facultatives, c'est exactement la même chose qu'au niveau du commutateur. Il y a juste par exemple le IP Default Gateway qui n'est pas saisi au niveau du routeur. Et il y a l'interface physique qui est remplacée par l'interface logique. Et ce sont aussi les mêmes commandes qui permettent de vérifier notre configuration du protocole SSH. Donc voir la configuration et la voir la valeur de la clé privée, de la clé publique générée. On va maintenant voir quelques remarques concernant la configuration du protocole SSH sous Cisco. Alors, si l'accès SSH se fait depuis un équipement du même réseau que le commutateur, la configuration de la passerelle par défaut n'est pas obligatoire. Donc ça, on l'avait déjà expliqué. Donc le IP Default Gateway, adresse IP de la passerelle, on le saisit que si l'équipement distant qui doit configurer le commutateur se trouve en dehors du réseau local où se trouve le commutateur. Mais il faut le faire parce que l'objectif c'est de faire en sorte qu'il y ait cette administration et configuration à distance. Donc ça ne sert à rien de rester toujours au niveau du réseau local. Donc quand on reste au niveau du réseau local, la seule chose qui change, c'est de ne pas brancher le câble console, et ce n'est pas aussi d'accéder via le logiciel hyperterminal. On va accéder via l'invite de commande Windows, ou bien même Linux bien sûr, ou bien via un logiciel client SSH comme PuTTY. Si le mot de passe pour passer en mode utilisateur privilégié n'est pas configuré, le mot de passe en mode utilisateur privilégié sera interdit par le protocole SSH. Donc la commande enable password ou bien secret mot de passe, elle est obligatoire. Donc même si on tape la commande enable en mode utilisateur simple, on se verra refuser l'accès, on va nous dire no password set. Donc c'est la même chose aussi bien pour Telnet que pour SSH. C'est aussi une deuxième barrière de sécurité. Donc même si tu connais le nom d'utilisateur et un mot de passe, même si tu connais les identifiants d'un compte utilisateur, tu dois aussi connaître le mot de passe pour l'accès en mode utilisateur privilégié. Donc si tu connais les deux informations, on va supposer que tu es un utilisateur légitime pour pouvoir administrer à distance l'équipement, que ce soit routeur ou bien commutateur. Donc il existe aussi au total 16 lignes virtuelles et il y aura autant de connexions concurrentes ou bien simultanées que de lignes virtuelles configurées. Donc si je configure que 2, il n'y aura que 2 accès concurrents, bien que j'ai 16 lignes. Donc il y aura 2 lignes configurées et 14 lignes non configurées. Ça on avait déjà parlé. Donc pour générer la paire de clés de chiffrement asymétrique RSA, il faut d'abord attribuer un nom d'hôte et un nom de domaine au commutateur ou bien au routeur. On avait dit aussi que si on supprime la paire de clés de chiffrement asymétrique RSA, cela va entraîner la désactivation du protocole SSH. On ne pourra plus accéder en SSH
à partir d'un terminal client. Il y aura aussi un message système qui va s'afficher, qui va dire que le protocole SSH a été désactivé. Il y a aussi une petite remarque concernant les routeurs. Au niveau de Cisco, les routeurs peuvent agir en tant que client ou bien serveur. Donc en tant que serveur, si le routeur accepte des connexions de clients SSH. Donc c'est ce qu'on a vu, même au niveau de Telnet. Donc qu'est-ce qu'on tapait? On tapait au niveau d'un terminal SSH-L, le nom d'utilisateur et adresse IP du routeur. Là on est un client. Le routeur c'est le serveur. Donc le routeur va accepter des connexions de clients SSH. Il peut aussi agir en tant que client SSH. Donc il pourra, un routeur, par exemple un autre routeur, pourra établir une connexion SSH à un autre routeur. Et donc là notre client c'est, donc là notre routeur c'est un client SSH et non pas un serveur SSH. Donc l'autre client, qu'est-ce qu'il va saisir? Il va saisir une commande qui ressemble à celle saisie au niveau de l'invite de commande du terminal. Donc SSH-L pour moins local, nom d'utilisateur, -V, là on peut choisir la version 1 ou bien 2, et adresse IP du client SSH. Et donc un routeur peut se connecter à distance à un autre routeur. On va essayer de simuler tout ça demain. Voilà, donc on a terminé avec la présentation du protocole SSH. On a vu l'intérêt de l'utiliser, et l'intérêt majeur c'est son apport en termes de sécurité. C'est un protocole à utiliser maintenant à la place de Telnet. Telnet c'est un protocole qu'il faut bien sûr éviter d'utiliser. C'est un protocole vulnérable qui a été remplacé par le protocole SSH. On a vu les différents aspects, les différentes caractéristiques du protocole et l'ensemble des commandes qui peuvent être saisies au niveau de l'interface en ligne de commande, aussi bien du commutateur que du routeur. Et donc l'objet de la vidéo de demain serait de simuler, configurer et activer ce protocole au niveau d'une topologie qui n'est autre qu'une interconnexion de deux réseaux, pour faire en sorte de configurer et d'activer le protocole SSH aussi bien au niveau d'un commutateur que d'un routeur.